duo de livres. Sur canapé. Little Louis est un roman paru en 2020 aux éditions Le Mot et le Reste, sous la plume de la journaliste littéraire Claire Julliard. Elle y raconte la jeunesse de Louis Armstrong à la Nouvelle-Orléans, avant qu'il ne quitte la ville pour mener une carrière nationale puis internationale. Ce roman est donc le récit de l'enfance de Little Louis, mais aussi celui de l'enfance du jazz et de cette période de l'histoire de la ville qui a été son berceau. La Nouvelle-Orléans, pour vous, c'est une carte postale sépia avec des maisons blanches, des bars louches, des filles aguicheuses. Ou encore l'image des fameux steamers de croisière qui remontent le Mississippi. Personne n'imagine à quoi ça ressemblait à l'époque. On était si nombreux dans le coin, ça grouillait. Des gens, il en sortait de partout, des gosses surtout. C'est une chose de raconter ma vie dans ma belle maison du Queens à un journaliste comme vous, monsieur. C'en est une autre de respirer les odeurs qui refluent dans l'air moite, les relents putrides, les moustiques, de vivre au milieu des cris de femmes et des braillements des gosses. Les hommes semblaient plus calmes. C'était une apparence. Car beaucoup d'entre eux étaient des violents qui mettaient les filles sous leur coupe et montaient des coups foireux. Ils savaient se servir d'une arme, parfois juste pour s'amuser à faire peur. Un jour, j'ai tiré en l'air pour jouer et on m'a jeté en prison. C'était seulement une fiesta qui avait mal tourné. Je raconterai ça plus tard, je m'égare. Vous êtes consterné, vous me prenez pour un petit Oliver Twist version nègre. C'est mal me connaître. J'étais si gai, on n'était pas du genre à s'apitoyer sur notre sort. Et puis j'étais gosse, et un gosse ça rebondit. Si sa mère meurt ou si elle s'en va, il en cherche une autre, ou il s'accroche au jupon de sa grand-mère. La mienne s'appelait Joséphine, une femme extraordinaire. Elle me protégeait de tout, parce que tout de même, Perdido, c'était la faune. Dans ce chaos, les gosses n'en faisaient qu'à leur tête vu qu'il n'y avait pas grand monde pour les surveiller. Ce qui explique tout ce barnum, c'est la faim. Tout le monde avait la dalle, ou peur de l'avoir. La plupart des gens étaient des journaliers payés au lance-pierre, on ne savait pas de quoi le lendemain serait fait et si on pourrait manger à sa faim. Ou manger tout court. Chacun cherchait à s'en sortir à sa façon. La violence était permanente, oui, mais la fête aussi. C'est comme ça chez les pauvres. À chaque coin de rue, la musique sortait des honky-tonks. Le moindre bouge avait son orchestre. Et partout, les sons des musiciens se mêlaient aux coups de feu. C'est ainsi qu'est né le jazz, au cœur de la nuit, dans un big bang de pétards et de cris. Des vibrations vitales et mortelles. Mais la vie est un jeu dangereux, ça vous forme, ça vous déforme, ça laisse des traces partout sur le corps et des marques mortelles au cœur. À ce que m'a raconté Mayanne, ma mère, la nuit de ma naissance, 2 types se sont refroidis mutuellement, les yeux dans les yeux. Tout le monde a pu les voir s'écrouler sur le sol en même temps. C'était dans Jane Alley. Il y avait un grand concours de tir cette nuit-là, ce 4 août 1900. 2 coups de feu pour saluer mon arrivée sur Terre. Bienvenue à Perdido, Louis. Le roman repose sur les notes autobiographiques publiées par le trompettiste que l'auteur présente rapidement dans ses sources en fin d'ouvrage. Elle imagine qu'en 1960, Louis Armstrong a raconté sa jeunesse à un journaliste qui recueille son témoignage. Et ce qui fait qu'on peut dire du roman que ça marche, c'est qu'au bout de quelques chapitres, on a oublié qu'il s'agit de Claire Julliard faisant parler Little Louis, et on se surprend à devoir se souvenir que non, ce n'est pas Armstrong qui a écrit ces lignes. Chaque vie possède sa propre tonalité, son rythme. La mienne a commencé au son des fanfares de la Nouvelle-Orléans. Nous, les gosses, suivions de joyeux cortèges en tapant sur des bouts de tôle avec des bâtons pour ponctuer les tambours et les cuivres. Ces processions musicales accompagnaient souvent une âme vers l'au-delà. La mort ne nous faisait pas peur, elle ne se cantonnait pas comme aujourd'hui derrière les murs des cimetières clos et les églises. On la célébrait partout dans la ville. C'était le signal éclatant d'un départ vers une vie meilleure. Personne ne doutait que cet ailleurs serait moins sordide que Storyville, le centre de cette cité poisseuse. Le Seigneur nous avait laissé croupir au fond d'un trou pour nous apprendre à vivre et à mourir en nous contentant de notre sort. Et puisque la plupart d'entre nous ne pouvaient pas accéder à mieux sur cette terre que ce coin du monde, on était heureux avec ce qu'on avait. Donc, à Storyville, on enterrait en fanfare un ami, un frère, un parent. J'ai suivi bon nombre de corbillards chez nous, car les gens n'y faisaient guère de vieux os. On croisait des gens très vieux pourtant, leur longévité devait être inscrite dans leur ligne de main. C'étaient des personnes sobres et endurantes comme ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Mais pour beaucoup, la vie s'achevait brutalement, sur un coup de dé, un coup au cœur, une balle perdue. C'était triste, mais on tâchait de ne pas afficher sa douleur, du moins hors du cimetière. Au contraire, on devait manifester son allégresse.
Il m'est arrivé de pleurer comme un veau pour la mort d'un jeune de mon âge. Puis j'oubliais vite ma peine en suivant les musiciens. Souvent Joe Oliver était de la partie, le plus grand des trompettistes, je l'ai dit, je crois. Il présidait aux cérémonies d'adieu, il était le maître des cérémonies funéraires. Il y avait aussi là Buddy Bolden, qui avait un coffre, un son à vous couper sur place, à réveiller un macabé. Il soufflait si fort qu'il en devenait brutal. Sa façon de jouer ne m'a jamais vraiment touché. D'ailleurs, à forcer ses poumons, il est devenu fou. Véridique. Un dément. Il y avait aussi Bunk Johnson, un sacré mélodiste, le seul capable de rivaliser avec Papa Oliver. Pour moi, seul ce dernier méritait son nom de roi. Car si chez nous on l'appelait Joe ou Oliver, ailleurs c'était King Oliver comme je l'ai découvert plus tard. De partout des musiciens accouraient pour le voir. Storyville était un quartier louche, mais c'était un gisement de talent. Quelque chose était en gestation et se développait un peu partout dans les rues de ma ville autour de la place du Congo qu'on appelait jazz ou jazz. Un genre musical dont je percevais les vibrations au plus profond et qui a forgé mon destin. Dès l'âge de 5 ans, j'ai suivi les orchestres dans les rues. J'ouvrais grand mes oreilles, parfois la bouche aussi, comme pour mieux aspirer tout ça. J'ai appris à distinguer les sons et à faire les différences entre les styles de chacun. J'avais l'âme musicienne. Cependant, je n'espérais même pas arriver un jour à la cheville de mes modèles. Nous autres musiciens sommes sur terre pour célébrer la beauté du monde et pour glorifier le Seigneur, pour exalter sa puissance. C'est pour lui que nous nous devons d'être gais et bienveillants. On a parfois dit que j'en faisais des tonnes, que je m'abaissais à des clowneries. On a même raconté que je servais la soupe aux blancs. Ça m'a peiné. Si j'en faisais autant, c'était par goût de plaire, pour que le public ne soit pas déçu. Dès que j'arrive sur scène, je me sens comme en transe, ivre de bonheur. Je veux à toute force communier avec l'assistance, dispenser de la joie. Je suis porté au-dessus de moi-même, j'en transpire. C'est un feu intérieur qui me dévore. J'ai toujours beaucoup sué, sans doute à cause du trac. Vous savez, ça ne vous quitte jamais cette peur panique. Donc je m'éponge sans cesse. Je suis une centrale thermique ambulante. Je dégage de la chaleur. Alors sur scène, ça me gêne car je suis propre et coquet de nature. J'ai les poches bourrées de petits mouchoirs pour pouvoir me sécher le front et les mains en tout moment. Le tournant de la vie de Little Louis est certainement ce moment où à 13 ans, il est arrêté par la police pour avoir tiré des coups de feu en l'air et qu'il est alors placé dans un foyer d'accueil aux airs de maison de redressement. Là, il rencontre Peter Davis, le professeur de musique du lieu, qui l'intègre dans la fanfare du foyer. On peut dire de moi que je suis cabot. D'une certaine façon, je le revendique, je suis ainsi. Je suis né musicien dans un quartier où il fallait se battre pour réaliser ses rêves. Je sais d'où je viens et les efforts qu'il m'a fallu faire pour m'en sortir. Je continue à me démener de peur que tout s'arrête. Le foyer a été la chance de ma vie. J'y ai connu le meilleur professeur du monde. Quelque temps après la passation du clairon, Peter Davis m'a appelé dans son bureau. Il m'a tendu une trompette. Je te confie cet instrument, prends-en soin. Avec lui, tu deviendras quelqu'un. Dans ma vie, j'ai possédé toutes sortes de trompettes, les plus chères, les plus belles, mais celle-là, la première que j'ai eue en main, est celle qui m'a rendu le plus heureux. Je ne pouvais m'en séparer. Vous n'imaginez pas ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai soufflé dedans. Quelque chose comme une promesse éclatante de félicité. Jour après jour, Davis m'enseigna avec fermeté et patience la manière d'y poser les doigts et mes lèvres. Grâce à lui, dès que je portais mon instrument à mes lèvres avec une mimique étudiée, j'en tirais des sons vifs et moelleux à la fois, car mon maître insistait sur la sonorité. C'est ce qu'il me faisait travailler. Il disait « Un musicien qui a une belle sonorité peut jouer n'importe quelle musique, du classique ou du ragtime. » Oui, on appelait encore le jazz ragtime à cette époque. Davis nous a formés à jouer à l'oreille. Outre les traditionnels gospels, il nous a fait interpréter les grands compositeurs comme Bach ou Rachmaninoff. La trompette était mon but ultime. Ma passion faisait vibrer l'établissement. Les profs disaient « Louis Armstrong est notre petit soleil ». Il faut dire que je travaillais tous les soirs d'arrache-pied. Monsieur Davis ne pouvait l'ignorer vu les sons qui résonnaient dans toute la maison même après la fin des cours. À la fin d'une leçon, justement, il croisa les bras, hocha la tête et se tut. Je le regardais, inquiet. « Louis, désormais tu seras chef de fanfare. » Il s'attendait à me voir hurler de joie et sauter au plafond. Il ne fut pas déçu. Impossible de réprimer mon allégresse. Cette fois, j'étais bel et bien promu musicien. Ce privilège s'accompagnait d'une faveur de taille puisqu'en tant que chef d'orchestre, j'aurais le privilège de sortir du refuge pour parcourir les rues de la ville. Mayan et Mama Lucie pourraient me voir parader, ainsi que les copains de Liberty Street, ceux de Perdido. Ils m'imaginaient reclus, maltraité, derrière les barreaux. Ils allaient me voir éclatant de bonheur dans un superbe uniforme. Comme je l'ai déjà dit, l'occasion de parader était fréquente à la Nouvelle-Orléans. Pas un mariage, pas un enterrement, un pique-nique qui ne se déroule en musique. Les cérémonies importantes revenaient de droit aux fanfares réputées. Certaines amicales organisaient des défilés qui duraient des journées entières. Il fallait tenir le coup pour parcourir les rues de la ville pendant une dizaine d'heures en jouant. Quand les musiciens illustres se lassaient de fournir des prestations aussi harassantes, ils faisaient appel à nous, à des gosses enthousiastes et prêts à tout pour sortir du pensionnat.
C'est ainsi que la Merry-Go-Round Society nous engagea. Nous étions beaux, si vous nous aviez vus. C'était autre chose que les blouses grises du foyer. On valait 10 sous de plus. Là, nous avions droit au costume de parade. Pantalon blanc relevé, veste de gabardine bleue, casquette à ruban blanc et noir, chaussures noires. Et ça, c'était juste pour les camarades de l'orchestre. En tant que chef, j'avais droit à un pantalon crème et à une cravate assortie. C'est à cette époque que mes copains ont commencé à m'appeler Satchmo, la contraction de Such a Mouth, car j'ai toujours eu une de ces bouches. Ce surnom ne m'a jamais gêné, il m'amusait. La fin du roman explore les débuts de la carrière de musicien de Louis à la Nouvelle-Orléans avant qu'il ne prenne son envol et ne quitte la ville. You know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day. Nicolas Philly est disquaire et chroniqueur de jazz. Son premier livre, John Coltrane The Wise One, vient enrichir le déjà très fourni et magnifique catalogue des éditions Le Mot et le Reste consacré à la critique musicale et aux histoires de musique et de musiciens. En ce qui concerne l'histoire de notre deuxième héros du jazz, elle commence comme celle de Little Louis, dans le sud des États-Unis, mais un peu plus au nord, en Caroline. Il n'est encore qu'un jeune adolescent lorsqu'une tragique série de décès vient décimer les familles Coltrane et Blair. En quelques mois, il perd une tante, ses deux grands-pères et surtout son père, emporté par un cancer à l'estomac en janvier 1939. Il restera à divers degrés, marqué par la relation lacunaire qu'il entretint avec ce dernier et encore plus par la perte d'une tutelle masculine. Suite à ces événements, l'entourage familial du jeune homme se résume à l'autorité bienveillante de sa mère, qu'il élève aux côtés de sa nièce Mary, celle-là même que Coltrane consacrera avec Cousin Mary sur Giant Steps, et la mère de cette dernière, Betty. La perte de leurs aïeuls a également pour conséquence l'altération de l'équilibre financier de la famille. Comme pour conjurer ce sort dramatique, c'est à cette époque que John se fond dans la musique et débute son apprentissage des instruments à hanches, clarinette et saxophone alto. C'est à l'oreille qu'il reproduit les mélodies en vogue de l'époque. Lorsqu'il ne répète pas ses gammes dans des orchestres de quartier et à la paroisse, le jeune musicien en herbe fréquente les bancs de la William Penn High School. Cet institut d'enseignement pour les jeunes afro-américains fut fondé à la fin du XIXe siècle à High Point par des Quakers issus du christianisme, mais dont la théologie ne revendique aucune autorité hiérarchique ou dogmatique. Pour ces hérétiques, la croyance et les opinions sont libres et personnelles. Ils ont en commun ce qu'ils définissent par l'inner light, une lumière intérieure dont chacun conçoit sa propre interprétation. Coltrane intègre naturellement l'orchestre de la William Penn High School à la rentrée 1940. Il y améliore sa pratique instrumentale et s'initie aux techniques de composition et à la lecture des partitions. Il fait déjà preuve d'une discipline hors du commun, mettant tout son temps libre au service de sa passion. Sa cousine Mary témoigne. Déjà, enfant, il s'asseyait à table et travaillait sans cesse. Il aime par-dessus tout jouer des ballades lascives et vaporeuses, enrichissant ainsi son répertoire de thèmes romantiques populaires. Il se taille vite une petite réputation au sein de l'institution et en devient le lead alto, le premier saxophoniste. C'est lors de sa dernière année d'études qu'il découvre le style et la musique de sa première idole, Johnny Hodge, saxophoniste dans l'orchestre de Duke Ellington. Il admire aussi l'avant-gardiste Lester Young, talentueux ténor au service de Count Basie et dont l'influence sera décisive sur la nouvelle génération de boppers à venir. Coltrane délaisse alors de plus en plus la clarinette au profit du saxophone alto. Ses résultats scolaires dégringolent en même temps que son intérêt pour la musique s'accroît et qu'il commence à envisager professionnellement sa pratique. L'histoire est en marche et c'est loin de High Point qu'elle va s'écrire, mais l'héritage de Coltrane restera définitivement lié à ce sud profond qui le vit naître et grandir. La convergence en ce point précis de facteurs historiques, sociologiques et culturels préfigure la nature humble et spirituelle du saxophoniste. Sa carrière musicale sera ainsi jalonnée de références plus ou moins explicites à ce patrimoine génétique. Comme beaucoup de jazzmen des années 50, John Coltrane n'est pas accro qu'à la pratique de son instrument et il est très souvent stone, ce qui a beaucoup irrité le premier musicien à l'avoir lancé, le déjà célèbre à l'époque Miles Davis, qui d'une série de baffes le vire de son groupe alors que Coltrane était comateux lors d'une séance d'enregistrement. Depuis son engagement auprès de Miles jusqu'à First Train, chaque session à laquelle Coltrane prend part voit le saxophoniste mûrir.
Toutes ses prestations sont marquées, à divers degrés, par des moments de grâce qui inaugurent le son qui fera de lui une légende. Il commence à bousculer l'ordre établi et se pose en réformateur comme d'autres illustres prédécesseurs. Lester Young, Art Tatum, Bird, Clifford Brown et Thelonious Monk. Sa notoriété croît dans le milieu jazzique tant auprès des musiciens que chez les critiques spécialisés. Paradoxalement, il traverse sa pire période d'addict. Les témoins de l'époque, au premier rang desquels Miles Davis, évoquent un Coltrane au regard vide, inexpressif et inerte. Se laisserait-il dépérir comme pour jouer sa propre version du tragique destin de Charlie Parker ? Il tombe en tout cas dans une profonde dépression, conscient d'avoir raté la chance de sa vie en ayant contribué par ses excès à la dissolution du quintet. La fin de cette première aventure avec Miles sera pourtant un déclic puisque d'un mal viendra un bien. Le temps d'une mise au vert dans la maison familiale et d'écrire un nouveau chapitre passionnant de son histoire avec Thelonious Monk, Coltrane va, en cette fin d'année salvatrice, parachever sa période d'initiation. Le livre de Nicolas Fili est certes une biographie de Coltrane, mais c'est avant tout une biographie musicale qui se nourrit largement de la présentation exhaustive et de l'analyse des enregistrements faits par le saxophoniste, presque semaine après semaine. Comme par exemple l'album Monk's Music de juin 1957, à une époque où le pianiste Thelonious Monk est une autre figure de premier plan à avoir misé sur Coltrane. C'est sûrement sur Epistrophe que Coltrane est le plus habile quand il suit à merveille la voix imposée par son leader. Il semble même réussir à anticiper la direction dans laquelle Monk veut emmener son septet. Le morceau est un ardent témoignage de l'alchimie qui lie les deux musiciens. Qu'il se superpose au pianiste, lui réponde ou comble son absence, Coltrane est toujours guidé par l'aura de Monk. Epistrophe exprime l'évidence du duo. Vient ensuite la déclaration d'amour de Thelonious à sa femme, Crepuscule with Nellie. Du morceau qui conclut l'album se dégage un touchant désordre sentimental. L'amour et l'inquiétude pour l'être aimé s'entremêlent. Coltrane joue là encore tantôt contre, tantôt avec, voire sans lui, et se plie brillamment à l'ordre monkien. Pour en arriver à un tel niveau fusionnel, la discipline de Monk s'appuie sur la communication, l'échange et l'assimilation. Coltrane sert formidablement son leader, mais n'a pas encore atteint cette lumière qui le guidera durant les 10 dernières années de sa vie. Et pour cause, l'homme est toujours aux prises avec la drogue et l'alcool. Coltrane a conscience que ce joug contrarie son épanouissement tant personnel que professionnel. Il voit en outre les dégâts de l'addiction sur les talentueux Bud Powell, Fats Navarro et surtout Charlie Parker, emporté en 1955, victime de ses excès. Au début de l'année 1957, Coltrane prend alors la décision radicale de se sevrer. Il rentre à Philadelphie, s'enferme dans la maison familiale et s'impose une cure sévère. Soutenu par la bienveillance de sa mère et de Naïma, il s'isole dans sa chambre pendant 2 semaines et se restreint à un régime sec à base d'eau et de crudités. Sa stricte abstinence le pousse vers des lectures philosophiques et religieuses pour occuper son esprit, uniquement disposé au questionnement spirituel. Il s'interroge sur sa vie, ses racines culturelles et religieuses, son identité d'afro-américain et son parcours de musicien. Tout ce qui fait le sel de John Coltrane est mis à nu. À bout de force et sans doute dérouté par ce traitement drastique, c'est là qu'il dit voir Dieu, du moins est-il touché par sa grâce. Présenté de la sorte, l'événement peut paraître quelque peu irrationnel, mais cette apparition n'a rien d'une confusion mentale. Sa lucidité et la sincérité de son dévouement s'avèreront bien réelles et il n'en démordra jamais. Il en parle dans les notes de Love Supreme et fera de ce moment l'instant le plus intense de sa vie. C'est cette vision mystique qui l'aidera à soigner sa dépendance. Il consacrera désormais sa vie à transmettre à son auditoire via son instrument ce qu'il a reçu de Dieu. Sa musique sera différente, nettement différente. Sa vie trouve un sens univoque, joué. Dès lors, son interprétation devient limpide, concernée, pleine de verve et d'assurance. Après son sevrage, chacun de ses chorus sera bien identifié et le distinguera de ses prestations antérieures. Pour reprendre l'expression de Pascal Bussy, sa vie devient musique. Comme seule addiction, il gardera jusqu'à la fin celle du tabac. Pour le reste, Coltrane mènera une vie entièrement dévouée à son art.
Cette année 1957 est celle avec laquelle se conclut ce petit compte-rendu du livre, parce que c'est celle au cours de laquelle, comme Armstrong avant lui, Coltrane a pris son envol en développant son style et en s'affirmant comme leader de ses propres enregistrements. Nicolas Fili décrit ainsi la genèse de ce qui sera le premier chef-d'œuvre du saxophoniste. Comme convenu, Coltrane, Lush Life et John Coltrane with the Red Garland Trio achèvent le premier contrat de 3 albums signé par le saxophoniste avec prestige. Ayant conclu quelques mois auparavant un accord tacite avec Alfred Lyon, patron de Blue Note, Coltrane peut enfin céder à la drague de la mythique maison de disques. Le 15 septembre 1957, il arrive au studio d'Hackensack pour enregistrer Men.